Chapitre 1. Bruit de fond. 1.1. Charles. Paris, automne 2036. Le rire de Léa éclate, cristallin, dans la salle à manger de l'appartement haussmannien. Charles sourit, attablé devant un plat de blanquette de veau qui refroidit. En face de lui, Thomas, son fils, lève les yeux au ciel avec une exaspération feinte. « Sérieusement, Léa, tu vas lui raconter cette histoire. Papa va penser que je suis complètement idiot. »« Mais tu es idiot, frangin !» rétorque Léa, ses yeux pétillants de malice. Elle se tourne vers Charles. « Papa, imagine, Thomas devait présenter son projet de fin d'études. Tu sais, son application de curation musicale personnalisée par IA. Tout est prêt, le jury est là, et au moment de lancer la démo, plus de réseau. Panne générale dans tout le quartier. Il a dû faire toute sa présentation sur papier comme au Moyen-Âge. » « Ce n'était pas drôle, » gronde Thomas, mais un coin de sa bouche trahit un sourire. « L'IA peut prédire le prochain tube planétaire, mais elle ne peut pas empêcher un rat de ronger un câble. » Charles écoute ses enfants se chamailler, une chaleur douce l'envahissant. Ils ont 20 ans. L'âge de tous les possibles, mais aussi de toutes les incertitudes. Léa termine ses études d'histoire d'art, un domaine magnifique, mais au débouché aussi rare qu'une mélodie parfaite. Thomas, lui, plonge corps et âme dans ce nouveau monde numérique, essayant de trouver sa place dans une vague technologique qui semble emporter tout sur son passage. Il est brillant, passionné, mais Charles sent l'anxiété sous sa façade décontractée. La crise des remplacés n'est pas encore le chaos qu'elle deviendra, mais l'ombre du chômage de masse plane déjà, insidieuse. Le principal est que tu aies eu ton diplôme, Thomas. Avec mention. Qui plus est. Oui, enfin, mention IA clémente malgré incident technique majeur, ironise Thomas. Il repousse son assiette. Je vais peut-être postuler chez Cantex. Il recrute massivement, paraît-il. Paraît même qu'il travaille sur des processeurs quantiques. Le nom fait frissonner Charles sans qu'il sache pourquoi. Il a l'impression d'entendre parler d'une boîte de Pandore. Tu es sûr ? Ce sont des grosses structures, impersonnelles. Aujourd'hui, papa, le choix est entre être impersonnel et payé, ou personnel et fauché, ou pire, remplacé. Le ton de Thomas s'est durci. La chamaillerie a laissé place à une tension palpable. Léa pose une main sur le bras de son frère. Ne dis pas ça. Le silence retombe, lourd. Charles regarde ses enfants si beaux, si fragiles face à ce futur incertain. La promesse d'un monde meilleur grâce à la technologie lui semble soudain bien lointaine, presque une menace. Il se lève et va vers le piano. Peut-être que quelques notes de Debussy pourront apaiser l'atmosphère. Pour l'instant. La plainte du violoncelle est la seule chose réelle. Sous les doigts de Charles, les cordes vibrent d'une fureur contenue, arrachant à l'instrument les premières mesures torturées du Totentanz de Liszt. La danse macabre. Dehors, par la grande fenêtre de son appartement haussmannien, Paris offre sa propre version du spectacle. Mais Charles n'a pas besoin de regarder, il l'entend. La rumeur de la ville n'est plus un fond sonore, c'est le grondement d'une bête blessée. Cette colère sourde, ponctuée par la sirène stridente d'un véhicule de police, forme un contrepoint vulgaire à sa musique. Sur l'écran plat suspendu au mur, les images humettes d'un journal télévisé montrent des rues familières noyées sous un nuage de gaz lacrymogène. Un bandeau défile en bas. Crise des remplacés, nouvelles émeutes dans la capitale. Charles ferme les yeux. Un acte de déni délibéré. Il se concentre sur la partition qui se joue dans sa tête, s'accrochant à la logique parfaite des notes. La musique est son rempart, l'ultime bastion de l'ordre et de la beauté, dans un monde qui, manifestement, n'en veut plus. Il a 54 ans. Il a connu un monde où le talent et le travail offraient une promesse. Aujourd'hui, cette promesse est une insulte. Ses propres enfants, Léa et Thomas, la vingtaine à peine entamée, font partie de cette génération sacrifiée, celle pour qui l'IA a créé 100 millions de possibilités, mais en a détruit 300 millions d'autres. Le téléphone posé sur le piano se met à vibrer. Une dissonance insupportable, une vibration sacrilège qui remonte le long du bois précieux et vient mourir contre ses doigts. Il l'ignore.
Sa mâchoire se crispe, la musique s'intensifie, ses doigts n'interprètent plus. Ils assaillent le clavier avec une précision qui frise la violence. La vibration reprend, plus longue, insistante. C'en est trop. D'un geste rageur, il arrête de jouer, laissant un accord suspendu dans l'air, comme un cri. Il décroche. La voix de sa fille, Léa, est un filet de panique noyé dans un fracas de sirènes et de détonations lointaines. « Papa, c'est Thomas. Il était à la manif de Bastille. Ils ont chargé. Je ne le trouve plus. Son téléphone ne répond pas. Il y a le feu partout, j'ai peur. » Au même instant, une notification illumine l'écran de son téléphone. Un message de son fils Thomas, envoyé quelques minutes plus tôt. Le texte froid et numérique s'affiche sous ses yeux. « Léa est partie me chercher. Des tarés mettent le feu aux voitures dans sa rue. Dis-lui de pas bouger. J'y vais. » Charles reste figé. Le téléphone de sa fille hurlant dans une oreille, le message de son fils brillant sous ses yeux. Le silence de l'appartement devient un vide pressurisé, soudain plus assourdissant que le chaos extérieur. À sa droite, la Bastille. À sa gauche, la rue de sa fille. 2 incendies. 2 enfants. Un seul père. Le rempart vient de céder.